Bon, alors je vous souhaite bienvenue au CABA et à la série de conférences qui s'intitule « La découverte de ». Comme vous voyez, aujourd'hui, je vous amène visiter la Toscane. Mon nom est Paul Boudreau, pour ceux qui ne le savent pas. Je suis architecte de formation et bénévole ici au CABA. C'est un voyage que ma conjointe et moi, on a fait au mois de mai dernier. On a été 3 semaines en Italie, on a visité Rome dans un premier temps. Et ensuite de ça, on s'est promené pendant 9 jours. On a loué une voiture, on s'est promené pendant 9 jours dans Toscane. Et on a terminé notre voyage en passant 5 jours à Florence. D'abord, je me dois de vous expliquer pourquoi j'ai intitulé ma conférence « Douce et riche Toscane ». D'abord, douce. En quoi la Toscane est-elle douce? Elle est principalement douce dans ses paysages, parce que la Toscane, c'est un paysage, une topographie très accidentée, très ondulante. Il y a beaucoup de collines. D'ailleurs, la plupart des villes et des villages sont construits sur le dessus des collines. Et c'est la vallée tout autour, et il y a des riches prés pleins de fleurs. En tout cas, au printemps, c'était plein de fleurs. Il y avait des genêts, des coquelicots, etc. C'était magnifique. Et aussi, vous allez voir des photos, la topographie est très ondulante. En quoi est-elle riche? D'abord, la Toscane, on ne se le cachera pas, c'est une des régions les plus prospères de l'Italie. Mais aussi, la Toscane est riche dans son patrimoine architectural, particulièrement religieux. Et aussi dans son patrimoine artistique. Les musées à Florence contiennent plein d'œuvres d'art, de chefs-d'œuvre du Moyen-Âge et de la Renaissance qui ont été faits principalement en Toscane. Mais ça, j'en parlerai dans ma conférence sur Florence le 28 novembre prochain. Bon, d'abord, pour commencer, nous allons voir le plan de la conférence. Alors, je vais débuter en vous donnant un aperçu de la situation géographique et historique de la Toscane. Puis, il va suivre une série de photos que j'ai faites en se promenant à travers la campagne toscane. Vous allez voir, je vais vous montrer des très beaux paysages, je pense, en tout cas. Ensuite de ça, on a visité plusieurs villes et villages en Toscane. J'ai dû faire un choix pour la conférence d'aujourd'hui. Alors, je me suis restreint, par exemple, à la ville de Sienne, qui est tout à fait magnifique. Monteriggioni, qui est un tout petit village. Et ensuite, San Gimignano et ses maisons tours. Vous allez voir, c'est très particulier. Ensuite de ça, il va y avoir la pause. Au retour de la pause, je vous amène visiter la très ancienne abbaye de Sant'Antimo. Puis, on va visiter la ville de Volterra et son albâtre. Puis, Pise et sa fameuse tour penchée. Et un peu de vino, c'est-à-dire qu'on va faire un petit croche par un vignoble, un très beau vignoble. Et on termine en allant visiter Cinque Terre, qui est la haute perchée, vous verrez pourquoi. Alors, on commence par la carte géographique de la Toscane, de l'Italie, c'est-à-dire. Et la Toscane, ça se trouve dans la région autour de Florence. Florence, c'est la capitale administrative de la Toscane. Et ça va jusqu'à la Spezia, puis ici, c'est Livourne, aussi c'est en Toscane. Alors, il y a toute une partie de la côte méditerranéenne qui se trouve en Toscane. La Toscane, c'est une des 20 régions de France. D'Italie, je me trompe à chaque fois. Et c'est une région quand même assez prospère, comme j'ai dit. Il y a une population de 3 800 000 habitants. Et la capitale administrative de la Toscane, c'est évidemment Florence. C'est une région qui est renommée évidemment pour le tourisme, pour l'agriculture et pour les textiles. Ici, c'est le plan à grande échelle de la Toscane. On voit Florence, qui est la capitale ici, et les autres villes comme Sienne, Grosseto, Livourne, Pise est ici, et Prato est là. Au Moyen Âge, la Toscane était habitée par des villes et des villages qui ne se parlaient pas les uns les autres. La façon dont les villes et les villages étaient construites en Toscane au Moyen Âge, c'était, on choisissait une colline, parce qu'il y en a plein de collines en Toscane, et on allait construire un mur d'enceinte le dessus de la colline. Un mur haut et large, épais, solide. Et les maisons se construisaient à l'intérieur de l'enceinte. Les maisons de la ville ou du village se construisaient à l'intérieur de l'enceinte. Évidemment, les
les terres cultivables et les vignobles étaient à l'extérieur de l'enceinte. Mais pourquoi des enceintes? Parce que chaque ville ou village se considérait comme une cité-État. C'est-à-dire il était comme autosuffisant. Et il se méfiait terriblement des villes voisines. Il considérait non seulement comme des rivales, mais quelquefois aussi des ennemis. Parce que des fois, il y avait des villes qui voulaient prendre un peu de l'expansion, et alors ils allaient attaquer la ville voisine, d'où l'importance d'avoir un mur d'enceinte pour se protéger. Au 15e siècle, la situation a changé un peu. Florence, qui est quand même une ville très, très importante dans la région, a commencé à prendre plus d'expansion et d'influence en Toscane. Et finalement, sous l'impulsion d'une des familles de Florence, finalement, il y a eu une espèce d'unité politique qui s'est faite en Toscane. Et il y a un archiduché de Toscane qui a été créé avec à sa tête la famille Médicis, une famille riche de Florence. La famille Médicis était une famille de banquiers qui faisait aussi le trafic, le commerce de textiles. J'avoue, cette famille-là était réputée pour... Ils étaient tellement puissants, ils avaient des succursales de leur banque dans les principales capitales de l'Europe, et ils étaient tellement puissants et influents qu'on disait qu'ils étaient les banquiers des papes et des rois. D'ailleurs, la famille Médicis a été au pouvoir pendant 350 ans en Toscane. C'est quelque chose. Et ils ont fourni 3 papes. Il y a 3 membres de la famille des Médicis qui sont devenus des papes, et 2 qui sont devenus des reines de France. Catherine de Médicis qui avait épousé François Ier, et Marie de Médicis qui, elle, avait épousé Henri IV. Alors, je vais vous parler de 3 des membres les plus remarquables de cette importante famille des Médicis. Oups. Alors, voici. Celui-ci, c'est Cosme l'Ancien. C'était le fondateur, l'aïeul de cette lignée des Médicis. C'était, semble-t-il, on disait à l'époque, c'était l'homme le plus riche de l'Europe. Il aimait collectionner les œuvres d'art et les pierres précieuses. Il aimait aussi beaucoup la lecture. D'ailleurs, c'est lui qui a fondé la première bibliothèque publique de toute l'Europe. Et c'est ça, il était aussi un mécène pour les arts. Maintenant, la suivante, c'est Marie de Médicis. Marie de Médicis, qui était née à Florence, a épousé Henri IV, comme je l'ai dit tantôt, et ils ont fait 6 enfants en 9 ans. Quand même assez considérable. Mais Henri IV se laissait toujours tirer l'oreille quand venait le temps de parler de couronner Marie comme reine de France. À un moment donné, je ne sais pas trop pourquoi, il a dit « Oui, d'accord, la semaine prochaine, j'organise ton couronnement ». Alors, il se présente à la cathédrale Saint-Denis, et voici, je vais vous montrer la scène du couronnement qui a été immortalisée. Remarquez les listes sur sa belle robe, hein? Liste de français. Ça, c'est la scène du couronnement où on la voit ici en train d'être couronnée par un cardinal. Et imaginez-vous donc que dès le lendemain de son couronnement, son mari Henri IV était assassiné par un illuminé du nom de Ravaillac. Et du jour au lendemain, Marie s'est trouvée propulsée sur le trône de France parce que son fils le plus âgé, Louis, qui allait devenir Louis XIII, était encore mineur. Alors de 1610 à 1614, Marie de Médicis a été la reine de France, qu'elle a gouverné sagement avec les conseils du cardinal Richelieu. Le 3e Médicis dont je vais vous parler, c'est celui qu'on appelait Laurent le Magnifique. C'était évidemment, le meneur, l'archiduc de Toscane, à l'époque où la Toscane était à son âge d'or. C'était vraiment une grande, grande prospérité à travers la Toscane. Il y avait aussi lui, il était mécène aussi, de beaucoup de nombreux artistes qu'il a encouragés et qui étaient ses contemporains comme Botticelli, Michel-Ange et Léonard de Vinci. Alors, qui ont produit absolument des chefs-d'œuvre sous son règne à lui. Et il était également poète, et lui, il préférait il ne voulait pas faire la guerre, il voulait que ce soit la paix, parce que la paix, ça permettait l'essor du commerce en Toscane. Alors, comme je le disais tantôt, à part le tourisme qui est... À Florence, je vais vous dire, là, on trouve autant de touristes, les mêmes touristes qu'on trouve à Rome, on les retrouve à Florence. Mais c'est une beaucoup plus petite ville, alors ça paraît plus. Le deuxième facteur important de l'économie toscane, c'est l'agriculture,
Quand on parle d'agriculture, on parle principalement de vignobles. Hein? La production du vin est très importante en Toscane. Et je vais vous montrer ici le fameux Chianti, qui est produit en Toscane, dans la région du Chianti. Et ça, c'est leur symbole qui date de 1716. Le Gallo Nero, c'est-à-dire le coq noir, c'est le symbole du Chianti Classico. C'est une appellation qui est réservée seulement à certains villages en Toscane, pas tous. Ici, c'est la statue qu'ils ont élevée au coq noir, au Gallo Nero, à Greve in Chianti. L'huile d'olive également, c'est très, très important dans l'agriculture de la Toscane. Tout bon propriétaire de vignoble a également un verger où il a plein d'oliviers et il produit lui-même aussi son huile d'olive. Ça, c'est très fréquent. Et évidemment, il y a, principalement à Florence, depuis des siècles et des siècles, on produit des textiles de très haute qualité, des soieries, des lainages, etc., qui ont fait de la renommée de Florence à travers le monde. Bon, maintenant, je vais vous montrer des photos de la campagne toscane, telles que je les ai faites en se promenant en voiture. Alors, ce que vous voyez sur le champ, le jaune, là, ce sont des fleurs jaunes, ce sont des genêts. Remarquez, comme je l'avais dit à la conférence sur Rome, lors de notre voyage en Italie, ça a été le pire mois de mai en 60 ans au niveau de la météo. Il pleuvait une journée sur deux et il faisait entre 11 et 13 degrés à peu près. Ça, c'est une photo prise du balcon de l'appartement qu'on a occupé pendant 4 jours en plein cœur de la campagne toscane. Remarquez, c'est un paysage assez merveilleux, merci. Ici, c'est la route, la petite route qui menait de notre maison où on était jusqu'au village. On était à 12 km au sud de Sienne. Et remarquez tous les alignements de cyprès ici qu'on voit dans le paysage. Les cyprès, ben, c'est un arbre comme celui-ci, juste tout près de la maison. D'après ce que j'ai pu comprendre, les cyprès, ça sert, je pense, à délimiter les propriétés des fois ou en bordure de route. Ils sont rarement tout seuls comme celui-là. Habituellement, ils font toujours partie d'une suite bien alignée, bien espacée également d'arbres. C'est encore là une colline pleine de genêts, là aussi. Il y a beaucoup de dénivellation en Toscane. Ici, on voit un flanc de colline et on voit en arrière-plan la vallée qui est quand même pas mal plus basse. Hein? Remarquez à quel point c'est sensuel la topographie de la Toscane. 2 petits cyprès abandonnés. C'est pas étonnant que les nombreux vignobles qu'on trouve en Toscane se retrouvent plus sauvages qu'autrement en pente comme celui-ci. Voici, ça c'était la route qu'on prenait pour aller faire nos emplettes à Corsanello. Alors il y avait des cyprès qui bordaient la route. C'est magnifique. Remarquez les ondulations du paysage, c'est tout à fait somptueux. Il n'y a pas beaucoup de lacs en Toscane. Ici, il y avait un petit étang qui était près de l'endroit où nous demeurions. Remarquez la lumière sur la colline là, qui éclaire la maison. La lumière de la Toscane est vraiment très, très spéciale. Ça, cette photo-là, je la trouve magnifique parce qu'on trouve, je ne sais pas combien de dizaines de teintes de vert dans cette photo-là, à partir du plus foncé qui est les conifères qu'on voit ici, aller au plus pâle qu'on trouve dans les champs ici, avec tous les tons intermédiaires de vert un peu partout dans la photo. Encore là, remarquez la lumière sur les champs. Bon, ça, c'est une photo que j'ai faite du balcon où on était. Alors, c'était isolé vraiment, ils appellent ça un agriturismo en italien. C'est une espèce d'habitation qu'on peut louer. C'était une maison construite en plein milieu des champs où il y avait 4 appartements. On en occupait un. Et on avait un balcon ici. Et on voit la vue qu'on avait de notre balcon. À notre disposition, on avait une piscine creusée et une table sous l'abri pour faire des pique-niques. Sauf qu'il faisait tellement froid qu'on n'a même pas pensé se baigner une seule seconde, d'autant plus que je pense que la piscine n'était pas chauffée, alors. Ça nous a fendu le cœur, en tout cas. Ça, c'était au rez-de-chaussée de nos appartements. Encore un champ de genêts. Ça, c'est un ruisseau que j'ai photographié au village de Greve, le village où il y avait la statue du Gallo Nero, tantôt. Il y a des maisons qui sont conçues haut dans la colline, mais il y en a également dans le fond des vallées, comme on peut voir ici. Toutes les maisons en Toscane sont faites en pierre. C'est fait pour durer, et ça dure très, très longtemps, des siècles et des siècles. On était dans une petite route, d'un coup, on était obligé de s'arrêter parce qu'il y avait un troupeau de moutons qui traversait la route. Alors, j'ai essayé de prendre mon appareil photo pour faire de la photo. Malheureusement, j'ai été un peu gauche,
Parce que le focus, c'est pas fait sur les moutons, c'est fait sur les gouttelettes d'eau qui étaient dans le pare-brise. Ça, c'est une magnifique photo où on voit le coucher du soleil en plein champ et la petite maison dans la prairie, comme on peut dire. Encore là, les alignements de cyprès, tellement typiques de la Toscane. Bon, maintenant, je vous amène visiter Sienne. Sienne, c'est une ville importante quand même de la Toscane. Elle compte, 55 000 habitants. Et, comme toutes les villes en Toscane, elle est située dans le haut d'une colline. Alors, nous sommes arrivés là en voiture. Il y avait un stationnement municipal au bas de la colline. C'est qu'on a garé l'auto là. Et là, on s'est aperçu qu'il y avait un escalier mobile. On a pris un escalier mobile pour monter. Hop, rendu en haut, il y avait un deuxième escalier mobile. On l'a pris, on l'a monté. Il y en avait 7 ou 8 escaliers mobiles comme ça, l'un à la suite de l'autre, pour nous amener jusqu'au niveau du centre historique de Sienne, où on a trouvé cette magnifique, la cathédrale de Sienne, qui est un chef-d'œuvre d'architecture gothique italienne. À l'intérieur de la cathédrale, on voit le marbre bicolore sur les colonnes et le dôme à caisson au-dessus du chœur. Et ça, c'est la chaire de la cathédrale. Remarquez à quel point il y a du travail de sculpteur là-dedans pour sculpter toutes les têtes et les gens dont le Christ sur la chaire. Et remarquez aussi la délicatesse et l'élégance des colonnes qui supportent la chaire. Ça, c'est l'intérieur du dôme à caisson. Ça, c'est le plafond d'une des chapelles latérales, la chapelle Piccolomini. Très jolie, très joliment décorée. Cette photo-là nous montre la nef principale de la cathédrale. Et outre les colonnes en marbre bicolore, je voulais attirer votre attention sur le traitement qu'on a fait du plancher de la cathédrale. Remarquez tous les motifs qui sont présents en marbre, évidemment. C'est vraiment, j'ai rarement vu ça, c'est vraiment fabuleux. Je vais vous montrer en plus gros plan. Et ici, c'est des symboles qui représentent différentes villes d'Italie. Entre autres, au centre, on voit la ville de Rome qui est représentée par Romulus et Rémus qui s'abreuvent au pied de la Louve qui les a sauvés et élevés. Bon, ça, c'est l'extérieur de la cathédrale. Ici, on voit son clocher ou son campanile, si vous voulez. Encore là, avec du marbre bicolore. Et remarquez, avec différents niveaux j'imagine, de cloches. Remarquez que les ouvertures vont en s'élargissant à mesure qu'on monte sur le campanile. Je présume qu'il y a plus de cloches en haut qu'en bas, parce qu'on veut que les gens l'entendent de plus loin, alors on met plus de cloches en haut qu'en bas pour ne pas déranger les voisins. Ça, c'est le contrefort gothique qui est très joli, très sculpté, en très, très bon état, malgré son âge, parce que ça date du 12e siècle, hein, cette cathédrale-là. Remarquez, ça, c'est le tympan au-dessus du portail principal. Je vous fais remarquer à quel point la propreté de la pierre. Je pense que les Italiens entretiennent merveilleusement bien leurs immeubles patrimoniaux. Cette pierre-là a 1200 ans, elle n'est pas sale, elle est toute neuve, on dirait qu'elle a été faite hier. Et remarquez aussi la vivacité des couleurs dans le tableau, les personnages qu'on voit dans le tympan. Remarquez à quel point les couleurs sont vives et présentes. Ça, c'est immédiatement au-dessus de la porte d'entrée principale. Remarquez aussi toutes les sculptures, tout le détail, l'ornementation qu'on trouve dans cet endroit-là. On est toujours à Sienne. Ça, c'est la grande place publique de Sienne. Ça s'appelle le Piazza del Campo. Alors, on voit ici, il y a une fontaine, l'espace vert, c'est une fontaine sur la place. Ici, en face de la fontaine, c'est la mairie de la ville avec sa tour. Ce qui fait la particularité de cette place-là à Sienne, d'abord, c'est sa grandeur, elle est immense. Et en plus, elle est inclinée. Alors, elle est en pente vers la mairie qui se trouve dans le bas de la place. Voilà la mairie de la ville qui s'appelle le Palazzo Pubblico, ou le palais public si on veut, avec sa tour qui est tellement caractéristique, une tour qui a 325 pieds de haut, qui s'appelle la Torre dei Mangia, qui est vraiment le symbole par excellence de la ville de Sienne. Alors j'ai fait des photos sur la place, entre autres ce jeune couple qui est fraîchement marié, qui sortait de la mairie, qui sont traversés sur la place d'en avant pour se faire photographier. On voit la photographe de dos ici, pendant que les invités
attendent patiemment avec les bouquets de fleurs à la main. Ce qui est particulier à Sienne, c'est que, d'abord, Sienne a des paroisses, évidemment, de très nombreuses paroisses à Sienne, et les gens fonctionnent beaucoup par l'appartenance à la paroisse. Vous allez voir, quand il y a des fêtes à Sienne, c'est toujours divisé par paroisse. Ici, on voit... ah oui, les gens de Sienne sont évidemment bien attachés à leur tradition médiévale. Et à tout bout de champ, dans le courant de l'année, ils font des parades, des processions, toujours sur la Piazza del Campo. Et on voit ici un groupe d'une certaine paroisse de Sienne qui sont habillés en habits médiévaux et qui ont tambour et clairon. À chaque année, je pense que c'est au mois d'août, ça remonte au 16e siècle, il se tient sur la place une course de chevaux effrénée qui fait beaucoup le bonheur de tous les spectateurs, comme vous pouvez voir. Et chaque paroisse a droit à un cheval et un cavalier pour la représenter dans la course. Au courant de l'année aussi, il y a des parades ou des processions, comme on voit ici. Ici, vous voyez, il y a deux bœufs qui tirent un char allégorique avec des personnages dessus, et ils sont escortés par des gens de Sienne qui sont déguisés en soldats du Moyen-Âge. Bon, maintenant, je vous amène à Monteriggioni, qui est un des plus petits villages de Toscane. Officiellement, on dit qu'il y a 9000 habitants à Monteriggioni. C'est pas vrai. Enfin, en tout cas, s'ils habitent Monteriggioni, ils n'habitent pas à l'intérieur des murs. Ça, c'est sûr, vous allez voir. C'est pas très grand, Monteriggioni. Monteriggioni a été construit parce qu'à l'époque, il y avait une grande rivalité entre Sienne et Florence. Et il y avait souvent des batailles, des guerres entre les deux villes. Et Sienne a décidé finalement de construire un avant-poste en direction de Florence pour pouvoir, au besoin, ralentir les troupes de Florence qui venaient l'attaquer, ou même prévenir les gens de Sienne à l'effet qu'il y avait des troupes qui s'en venaient. Alors, ils ont construit ce petit village de rien du tout, évidemment sur le haut d'une colline qui n'est pas très haute, j'en conviens. Ils ont construit cet épais mur, cette épaisse muraille, et ils ont construit également tout autour 15 tours, encore là pour se défendre. Et les maisons se sont construites évidemment à l'intérieur de l'enceinte. Il y a seulement 2 rues à Monteriggioni. Et il y a seulement deux façons d'y accéder, c'est seulement par cette toute petite porte ici, et l'entrée principale se trouve vis-à-vis la tour ici. Alors ici, on est à l'intérieur de la muraille. On voit, ils ont récemment construit une passerelle qui permet aux touristes de s'approcher du dessus de la muraille ici. Ça, c'est la petite église de Monteriggioni, tout à fait mignonne, une église qui date du 11e siècle, faite dans le style roman à l'extérieur. Et comme ça a été construit à l'époque où il y avait comme un changement de style, on passait du roman au gothique, à l'intérieur, ils ont fini ça un peu gothique. Alors voilà la magnifique petite église, toute petite, toute sobre. Et voici à l'intérieur, voici, comme je disais, il y a une arche cintrée qui est typique du gothique à l'intérieur. Et tout ce qu'il y a, il y a un petit hôtel, il y a 3-4 bancs, une statue de Saint-François d'Assise, et c'est à peu près tout. Voici ma conjointe qui s'en va dans une des 2 rues principales de Monteriggioni. Voici 2 tours qui sont intégrées à la muraille, dans le mur d'enceinte. Ici, c'est la cisterna, c'est-à-dire c'est le puits public où les gens de Monteriggioni allaient chercher leur eau potable. La surface grise tachetée de blanc que vous voyez à l'avant-plan, ça c'est le mur, c'est le dessus du mur de la ville. Alors vous pouvez voir, c'est quand même assez profond, hein? Et vous avez également la vue que les gens qui devaient défendre le village ils pouvaient voir venir les ennemis de plusieurs kilomètres à la ronde. Alors, il y a, comme je disais tantôt, il y a plus de 200 personnes qui habitent à l'intérieur des murs, et il y a un petit parc ici qu'on voit ici, et qu'est-ce qu'ils ont planté? Des oliviers, évidemment. Ça, c'est l'intérieur de la porte d'entrée de la ville. Pendant que j'étais là, on a croisé un groupe de 4 Québécois qui faisaient du vélo, qui faisaient le tour de la Toscane en vélo. Ils étaient habillés tout en cycliste. On leur a souhaité bonne chance parce que c'est pas évident. En Toscane, il y a beaucoup, comme je disais, des côtes. Hein? C'est pas un plat pays.
Voici le clocher de l'église avec ses cloches moyenâgeuses. Ici, c'est la vue qu'on a quand on est en haut de la muraille. Voici, ils ont construit, c'est ça, cette rampe pour touristes qui est faite avec un muret, une rampe en verre et un plancher en caillebotis en aluminium pour permettre aux gens de voir le dessus de la muraille. Remarquez l'épaisseur des murs, hein, c'est quelque chose de très solide. Il y a des 2 tours qui sont intégrées à la muraille. Maintenant, je vous amène dans une autre ville, une des villes préférées des touristes qui vont en Toscane. Ça s'appelle San Gimignano. Pourquoi elle est préférée? Parce qu'elle a une silhouette très particulière, vous en conviendrez. Elle a, comme on dit, un skyline qu'on ne voit pas souvent. Ce sont ces maisons-tours, comme on peut appeler, qui sont présents à San Gimignano plus que nulle part ailleurs. Et actuellement, il n'en reste que 13, mais à l'époque, au Moyen-Âge, il y en avait jusqu'à 75 de ces maisons-tours-là. Alors, vous imaginez le paysage. Qu'est-ce qu'une maison-tour? Une maison-tour, c'est un ouvrage défensif, si on veut. C'est que, je veux bien croire que toutes les villes avaient des murailles pour se protéger, mais c'était pas toujours garanti à 100% que c'était imprenable. Et les familles qui avaient les moyens se faisaient construire ces maisons-tours-là. Ils allaient se réfugier dans la maison-tour quand la ville était assaillie ou assiégée. Parce qu'ils habitaient normalement un petit palais d'1 ou 2 étages, qui était facile à prendre pour quiconque voulait s'en prendre à eux. Alors, ils allaient se réfugier dans la maison-tour. Remarquez, les maisons-tours, ils ont très peu d'ouverture. Hein. Souvent, ce sont pratiquement des murs aveugles. Alors, il y a juste des petites ouvertures un peu plus loin, un peu partout pour laisser rentrer la lumière et l'air. Mais sinon, c'est là qu'on allait se réfugier en cas d'attaque. Ça, c'était vrai au Moyen-Âge. Un peu plus tard, quand la paix est revenue en Toscane, les gens ont continué à se construire des maisons-tours, mais là, c'était plus par apparat. C'était plus par les familles qui voulaient montrer leur puissance et leur richesse. Ils faisaient construire une maison-tour plus haute que celle du voisin, etc. Et alors, les gens s'ambitionnaient et ils construisaient des tours de plus en plus hautes. Il y en a même eu de 150 pieds de haut. Alors, c'est ça qui est caractéristique à San Gimignano. C'est pour ça que la ville est maintenant classée dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, on se mène dans les petites rues de San Gimignano et forcément, il y a 1 ou 2 maisons-tours qui apparaissent dans le paysage. Voilà, il y avait une double muraille, d'ailleurs, vous voyez ici, double muraille à la ville de San Gimignano. Malgré tout, les gens ont construit des maisons-tours. Ah, ici, c'est... il y a 2 églises à San Gimignano. La première, c'est San Agostino. Vous remarquez à quel point les façades de cette église sont sobres et dépouillées. Il n'y a aucun flafla dans la décoration, très peu de fenêtres, très peu de portes, etc. Et à l'intérieur, c'est un peu du même acabit. Alors, les murs sont recouverts de chaux et il y a un maître-autel. On voit le plafond qui est fait en ferme de bois et des coupes de colonnes et tout, mais c'est tout. Très peu de fenêtres, comme on voyait de l'extérieur tantôt. On continue à se promener. Évidemment, les rues sont en pente et étroites. On est sur le dessus d'une colline quand même. Là, on arrive à la place de la cathédrale, la Piazza del Duomo. Ça, c'est la cathédrale de San Gimignano. Encore là, remarquez à quel point c'est sobre et dépouillé dans les façades. Hein? Il n'y a pas on est loin de la cathédrale de Sienne, par exemple. Il y a très peu de fenêtres, très peu de portes, etc. Tout est bien uni. Mais à l'intérieur, c'est autre chose. À l'intérieur de la cathédrale de San Gimignano, on voit d'abord les arches bicolores, c'est-à-dire. Et il faut savoir aussi qu'à l'époque, au Moyen-Âge, parce que ça date du Moyen-Âge, cette église-là, la population était largement illettrée. Et le clergé avait donc de la difficulté à enseigner les saints évangiles à la population, parce que les gens ne savaient pas lire ni écrire. Alors, ce qui fait que quand on faisait une église et on la décorait, en tout cas à San Gimignano, ça a été le cas, on a fait de nombreuses fresques sur les murs pour montrer... ici, c'est un ange qui a l'air au-dessus de ses affaires. Voilà. Voici la scène de la crucifixion, par exemple, où on voit le Christ au centre avec des 2 larrons de part et d'autre, et également la Vierge Marie qui est en train de s'évanouir et qui est consolée par des femmes, parce que son fils est en train de mourir.
Et c'est toutes des scènes qui avaient un côté pédagogique. On voulait montrer aux gens, illustrer. En fait, c'est un genre de bande dessinée, ni plus ni moins, les murs des églises, pour illustrer les événements qui se passaient dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Vous allez voir, ici, remarquez, chaque carreau sur les murs représente une scène ou l'autre des Saints Évangiles. Il y en a même jusqu'au plafond et sur les voûtes, bien pour dire. Et voici une autre scène, je ne sais pas laquelle, là, des Saints Évangiles. Bon. Alors, on se promène dans les rues de San Gimignano, c'est très, très chaleureux, très sympathique et sécuritaire, évidemment. Et là, on s'approche du centre de la ville, qui est la Piazza della Cisterna. La Cisterna, encore là, c'est le puits. Alors, cette place-là est entourée de palais. On voit ici un des anciens palais. Voici ma conjointe, avec ici, évidemment, des maisons autour qui donnent sur la place. Et voici la Cisterna. La Cisterna, c'est le puits, avec, on voit ici, le puits communautaire de toute la ville de San Gimignano. Les gens venaient chercher leur eau potable ici. Et actuellement, remarquez, c'est le point de rassemblement de tous les très nombreux touristes qui affluent à San Gimignano. Alors, le reste de la place, c'est une place triangulaire, finalement, comme vous pouvez voir. Elle est bordée d'anciens palais qui sont devenus soit des hôtels ou des restaurants. Et pour tout vous dire, nous avions dîné exactement à cette table-là. Et voilà, il y a d'autres maisons tours qui donnent du côté de la Piazza della Cisterna. Ça, c'est une maison tour typique. Remarquez que avec le temps, la nature s'est incrustée dans les trous qu'il y avait dans la maçonnerie et ça fait une tour plus naturelle. Sur cette photo-là, vous voyez l'essentiel de la Toscane. D'abord, c'est une colline, comme vous pouvez voir. Vous pouvez voir, à l'avant-plan, ce sont des oliviers. Vous voyez plus loin, ici, il y a un verger plein d'oliviers. Ici, vous avez une autre partie, c'est un vignoble. Vous avez plein d'un alignement de cyprès et le reste, c'est vert. C'est la Toscane, en une seule photo. Je vous amène maintenant à visiter une très, très vieille abbaye, vous allez voir, qui est située tout près de ce merveilleux décor. C'est San Antimo. On dit que cette abbaye aurait été fondée par Charlemagne. Et on a, semble-t-il, des écrits où on parle de cette abbaye-là qui date de l'an 814 après Jésus-Christ. Alors, c'est très, très vieux. Et il y a un dessin qui montre la construction de l'église. Ici, à l'intérieur, on voit l'intérieur. Et ici, ce sont les bâtiments où habitaient les moines. Toute cette belle abbaye est située en bas d'une colline où on trouve le petit village de Castelnuovo, ici. Et qu'est-ce qu'on voit sur le flanc de la colline? Des oliviers, évidemment. Parlant d'oliviers, juste à côté de l'abbaye, j'ai photographié cet olivier-là qui, je ne suis pas un spécialiste en olivier, mais je dirais qu'il est vieux de plusieurs centaines d'années. Regardez, le tronc énorme et ouvragé par le temps. Et il donne encore des fruits, c'est ça qui est merveilleux. Sur la façade de l'église, on voit un pilastre où on voit cette église-là, donc, plus de 1200 ans, c'est normal que la maçonnerie soit un peu dégradée. Ici, ce sont les bâtiments où habitent les moines. Actuellement, ce sont des moines augustiniens qui s'occupent du service religieux à l'église. Et ils disent une messe par jour et ils tiennent 3 offices religieux par jour dans l'église où il y a du chant grégorien également. Ce bâtiment-là était, semble-t-il, dans un état de dilapidation totale à la fin du 20e siècle et il a été reconstruit de toutes pièces dans le style de l'époque et maintenant il y a des moines qui l'habitent. Voici l'intérieur de l'église, c'est tout à fait sobre et très inspirant, je dirais, surtout quand vous vous promenez là-dedans en écoutant du chant grégorien, là, c'est vraiment sublime. Je dirais que vous allez voir quelques œuvres d'art à l'intérieur de l'église, je dirais que c'est de l'art naïf, probablement fait par les moines qui ont construit l'abbaye. Remarquez ce Christ en croix qui est très rigide, sans expression particulière. On dirait que c'est fait par des amateurs.
De même que ce tableau d'un évêque qui n'a pas de relief, qui n'a pas de texture dans le vêtement, rien de ça, et de ce saint qu'on ne connaît pas, qui encore là manque de perspective et de texture, je dirais. La seule pièce qui est vraiment faite par des professionnels, des artisans professionnels, ce sont les chapiteaux des colonnes qu'on voit forcément, c'est pas des amateurs qui ont fait ce genre d'ouvrage-là. Oui, le plafond est fait en ferme de bois, très, très haut. Également, la statue de la mère et de l'enfant est de style naïf. Regardez, par exemple, la tête de l'enfant, c'est une tête d'adulte, hein? Alors ça, c'est typique de l'art naïf. Ça, c'est l'intérieur du campanile où le bedeau va sonner les cloches plusieurs fois par jour. Bon, maintenant, je vous amène à Volterra. Volterra, c'est une ville de 11 000 habitants qui est située en haut d'une colline, mais très, très haute colline. On est à 1800 pieds de hauteur au moment où on se parle, où la ville est construite dans le haut de la colline. C'est pas une colline, c'est presque une montagne. Et vous voyez la vue qu'on a sur la vallée en bas, on est vraiment très, très haut. Vous voyez un peu ici le mur d'enceinte et c'est magnifique le paysage autour de Volterra. Volterra a été une ville qui a été éprouvée par des guerres, par des épidémies, etc. Et finalement, elle est tombée entre les mains des gens de Florence, entre autres de la famille des Médicis, qui y ont construit, on verra plus tard, une forteresse. Voici, j'ai fait la photo de deux bons Italiens retraités qui regardent passer les touristes. Ça, c'est le priori, c'est-à-dire la mairie de la ville, qui date du 12e siècle, avec sa tour, la tour un peu comme à Sienne, une tour avec des créneaux en haut. Et cette tour-là s'est effondrée en 1846 lors d'un tremblement de terre. Mais elle a été reconstruite depuis, évidemment. Ça, c'est une statue de Saint Jean-Baptiste, avec sa peau de mouton, comme vous voyez. Ici, c'est un couple qui entre dans la porte du priori de la mairie. Ici, c'est le hall d'entrée du priori. Et de là, on peut partir dans différentes directions pour accéder au bureau de la ville. On s'est promené à l'intérieur de la ville de Volterra, ce qui n'est pas énorme quand même, et on est tombé sur ce bâtiment-là. Savez-vous ce que c'est? C'était en face je vais vous donner un indice, en face de la cathédrale Santa Maria Assunta. C'est un baptistère. En Italie, en tout cas en Toscane, d'après ce que j'ai pu voir, les fonds baptismaux ne sont pas à l'intérieur des églises, ils sont dans un bâtiment à part, en face de l'église. Vous allez voir à Sienne, à Pise plutôt tantôt. Alors, ça, c'est le baptistère. Le baptistère, là-bas, c'est pas un papier, c'est un bâtiment. Alors, c'est un bâtiment haut. À Pise, vous allez voir, le bâtiment est circulaire. Ici, il est hexagonal, il n'est pas tout à fait circulaire. Et il n'y a presque rien à l'intérieur de ça, de ces bâtiments-là. Oui, tout ce qu'il y a, il y a le fonds baptismaux, les fonds baptismaux avec la statue de Saint-Jean-Baptiste et un petit hôtel au cas où le prêtre voulait dire une messe là. Et sinon, c'est un grand volume vide où les gens se réunissent, j'imagine, pour célébrer les baptêmes. À Volterra, comme à Sienne, les gens ont une fierté des traditions médiévales de leur ville. Et pendant le courant de l'année, surtout pendant la saison touristique, ils portent des costumes médiévaux et sortent leurs fanions et font des démonstrations sur la Piazza del Priori. Encore là, on voit à quel point on est haut par rapport au fond de la vallée quand on est à Volterra. Ça, c'est la forteresse que les Médicis ont construite quand ils se sont emparés de Volterra. Alors, vous voyez, c'était quand même construit solide et de qualité. Éventuellement, cette forteresse-là est devenue une prison. Et actuellement, on me dit que c'est un pénitencier. Ce qui est particulier à la région de Volterra, c'est l'albâtre. Je ne sais pas si vous connaissez l'albâtre. C'est un minerai qu'on trouve dans les mines, là-bas, dans la région de Volterra depuis des siècles et des siècles. C'est une pierre qui est dure, qui est très compacte, et quand elle est suffisamment mince, elle devient translucide. Et on s'en sert pour faire des lampes et des abat-jours. Et là, on a visité l'écomusée de l'albâtre, ce qui donnait sur la Piazza del Priori. Et vous allez voir différentes
applications qu'on donne à l'albâtre là-bas. Voilà les magnifiques lampes faites d'albâtre, cette pierre blanche. On fait même des sculptures, c'est une sculpture de 3 chevaux. Et à l'écomusée, ils donnent des cours pour les gens qui veulent apprendre à sculpter l'albâtre. Et il y a toute une série, évidemment, de lampes, d'abat-jour. On a fait beaucoup d'abat-jour avec l'albâtre. Peut-être même en avez-vous chez vous. Parce que c'est un matériau qui se prête tout à fait à ça. C'est un matériau solide, évidemment, c'est en pierre. Et en même temps, c'est translucide, ça laisse passer la lumière. On va terminer la visite à Volterra en montrant des... Ici, c'est des 2 bâtiments de pierre qui ferment la place des Priori, la Piazza del Priori. Et voici la vallée en bas de Volterra. Maintenant, on arrive à Pise. Pise, c'est une très grande ville, 90 000 habitants, qui est séparée par ce fleuve. Ce fleuve-là, c'est l'Arno. L'Arno traverse la Toscane, il part pas mais il passe à Florence, et il traverse une partie de la Toscane, il arrive à Pise, et quelques kilomètres plus loin, il se jette dans la Méditerranée. C'est pour ça, c'est cette situation géographique-là et l'accès à la mer qui a fait qu'au cours des ans, Pise est devenue une grande capitale marchande et commerciale à travers la Méditerranée. Il y a beaucoup de bateaux de marchands qui partaient de Pise et qui allaient faire des affaires avec les principales capitales autour de cette mer-là. Ils ont même poussé je dirais le culot, les marchands de Pise, à aller s'installer des comptoirs sur les rives de la mer Adriatique, qui était, pour ceux qui ont assisté à ma conférence sur Venise, la mer Adriatique, c'était vraiment le château fort de Venise, qui était une très, très grande puissance maritime. Et ils ont eu des contacts à ce moment-là avec l'Empire byzantin, qui était installé à Constantinople et qui était le siège de l'Église catholique d'Orient. Vous allez le voir, il y a tantôt en visitant la cathédrale de Pise, vous allez voir un souvenir de l'Empire byzantin. Alors, on va aller visiter les bâtiments religieux qui intéressent tant les touristes à Pise. On arrive sur c'est une espèce de grand parc avec beaucoup, beaucoup de gazon, chose qu'on voit à peu près jamais en Italie, très rarement en tout cas. Et ça s'appelle la Piazza dei Miracoli, la place des miracles. Et sur cet immense espace verdoyant, on a construit 3 bâtiments principalement. La cathédrale de Pise qu'on voit ici, la tour de Pise qui en fait n'est plus ni moins que le clocher de la cathédrale de Pise, et un troisième bâtiment qu'on ne voit pas sur la photo, mais qui est le baptistère qui est situé en face de la cathédrale. Les architectes qui ont construit cet ensemble ont eu recours à des façons de créer une espèce d'unité entre les 3 bâtiments. D'abord, ils ont pris le même matériau, c'est un marbre blanc, très pâle, et ils ont pris également un motif architectural qu'on peut voir qui est les arcades aveugles. Ici, on voit sur la façade de la cathédrale, il y a 4 niveaux de façade d'arcades aveugles. Qu'est-ce qu'une arcade? Une arcade, c'est une série d'arches qui se suivent, et aveugle parce que derrière, c'est un mur aveugle. Il n'y a pas un mur de vitre ou quoi que ce soit, c'est aveugle. Alors, vous avez sur la cathédrale, vous avez 4 étages d'arcades aveugles, vous en avez même une à la base du dôme de la cathédrale, et la tour elle-même, c'est 8 étages d'arcades aveugles aussi. Vous allez voir tantôt, quand vous allez voir les photos du baptistère, c'est la même chose. Alors, c'est le motif architectural, si on veut, qui donne l'unité aux 3 bâtiments, en plus d'avoir utilisé le même matériau, la même couleur. Bon, la cathédrale de Pise, qui a été construite au 12e siècle, s'est mise aussitôt à pencher, comme vous pouvez voir, parce que le sol était déficient. Imaginez, une tour comme ça peut, surtout en marbre, là, de 8 étages de haut, sur une petite circonférence, relativement parlant, ça présente un gros poids situé au même endroit, sur peu de pieds carrés. Alors, le sol n'était pas capable de supporter tout ça. Et alors, il a flanché. Et la tour s'est mise à s'incliner. Elle s'inclinait de plus en plus d'une année à l'autre, jusqu'en 1990. En 1990, on a fermé l'accès
tour de Pise pendant plusieurs mois, le temps de faire des travaux de consolidation. Alors, ils ont fait du travail en sous-œuvre pour supporter la tour pour éviter qu'elle continue de s'enfoncer. Et depuis ce temps-là, elle s'est stabilisée et on peut à nouveau la visiter sans problème et c'est sécuritaire. Étant moi-même architecte, j'en ai profité pour redresser la tour. Comme vous voyez, elle est complètement verticale. Là, je ne sais pas pourquoi, le sol s'est mis à s'incliner tout à coup. Bon, ça, c'est la façade, la merveilleuse façade de l'église romane, l'époque romane de Pise. Remarquez la beauté des détails au-dessus de l'entrée principale. Et encore là, comme je disais pour l'église de Sienne, ces façades-là sont merveilleusement bien restaurées et entretenues. Tout est propre et les couleurs sont toutes très vives. À l'intérieur de la cathédrale de Sienne, on voit le magnifique plafond en caisson en bois et des arcades bicolores. Ici, c'est la chaire, un peu comme dans le style de celle qu'on a vue à Sienne. Remarquez tout le travail qui a été fait pour sculpter tous les personnages et les élégants supports de cette chaire. L'artisan qui a fait ça, c'est le sculpteur, c'était Giovanni Pisano. Des ajouts qui sont faits dans les siècles qui ont suivi. Ici, il y a un petit hôtel latéral qui a été construit, de toute évidence, à l'époque baroque, si on en juge, par les colonnes torsadées qui sont typiques de l'époque baroque en Italie. Ici, c'est le maître-autel qu'on voit avec, en haut, je pense bien, ça semble être la Sainte Famille qui est établie là. Bon, maintenant, on y arrive avec le relent de l'influence de l'Église de Byzance sur la cathédrale de Pise. Parce que vous voyez, dans le dôme au-dessus de l'hémicycle, on a reproduit une mosaïque, un peu comme les Byzantins faisaient à Constantinople, et même à Saint-Marc de Venise, à Saint-Marc à Venise, qui représente non seulement le matériau et la façon de faire est typiquement byzantine, mais la façon de représenter les personnages l'est également. Et ici, ici, ça s'appelle le dieu créator, pancréator, le dieu qui crée tout. Et c'est souvent comme ça, de cette façon-là, que les Byzantins le représentaient. Et aussi, remarquez aussi les icônes de part et d'autre de Dieu. Ici, dans l'intérieur du dôme, on voit une scène qui se passe dans les cieux, j'imagine bien. Et voilà ma conjointe qui prie pour le salut de mon âme, c'était pas trop. Voilà le baptistère de Pise. Moi, je vais vous dire, la tour de Pise, on l'a vu tant et plus, ça ne m'a pas impressionné autant que le baptistère. Le baptistère, c'est un beau bâtiment, gros, massif. En tout cas, moi, ça m'a plus intéressé que de voir la tour, honnêtement. Là. Et encore là, vous voyez, encore là, c'est en marbre blanc, et les arcades aveugles, remarquez ici, partout, les arcades aveugles. De même que sur la cathédrale et sur la tour. À l'intérieur, vous allez voir, le décor a été fait par Giovanni Pisano, le même qui a fait la chaire, mais l'intérieur du baptistère, il l'a fait avec son père Nicolas. C'est l'œuvre d'un fils et de son père. Bon, on a un ami à Montréal, ma conjointe et moi, qui adore le vin italien, entre autres un vin très particulier, le Brunello, qui est un vin qui est produit dans la Toscane. Et pour lui faire plaisir, on s'est dit, on va y aller, on va faire des photos, et on va peut-être même rapporter une bouteille. Ce qu'on a fait, c'est un vignoble qui est près de Montalcino, un vignoble qui s'appelle Poggio Antico. Mais c'est pas qu'un petit vignoble, hein, 425 hectares. C'était énorme, quasiment industriel, d'après ce qu'on a pu voir. Ils ont évidemment aussi des vergers d'oliviers. Remarquez les vignobles en pente. Et là, on est allé faire une dégustation d'un vin Brunello. En revenant à Montréal, j'ai vérifié combien il se vendait à la SAQ. Le cru de l'an 2011 se vend 90 $ la bouteille. C'est quelque chose. Et j'ai photographié la tête de sanglier qui était au mur, probablement qui a été tué sur le terrain du vignoble. Bon, pour terminer, on est sorti un peu de la Toscane, à vrai dire. On est allé à Cinque Terre. Cinque Terre, c'est
Ce sont 5 villages très, très voisins les uns des autres qui sont bâtis à même la falaise sur le bord de la Méditerranée. Et on a pris un train à Pise, parce qu'on était vraiment à quelques kilomètres de là. On s'est dit, on serait bien fou de ne pas y aller. On a pris le train à Pise, on a transféré le train à La Spezia, et voilà notre train qui arrive en gare à Corniglia, un des 5 villages, celui qui est le plus haut perché sur le massif rocheux, et c'est le seul qui n'a pas accès directement à la mer. Alors, c'est vraiment très, très haut et on a volontiers pris un petit autobus électrique pour se rendre jusqu'à la place principale de Corniglia, parce que la pente était vraiment très, très raide. Voici de quoi ont l'air les villages à Cinque Terre. Alors, c'est vraiment construit à même la falaise et toutes les maisons sont toutes agglutinées les unes contre les autres et les pêcheurs, les gens vivent de la pêche, évidemment, et leurs embarcations sont entreposées ici, et ils descendent et ils sont directement dans leur lieu de travail. Ça, c'est un peu la côte de la Toscane, comme elle est découpée sur la Méditerranée. Alors ça, c'est des scènes de Corniglia que j'ai fait. Tout est en pente à Corniglia, évidemment. On est en montagne, hein? Voilà les maisons qui sont toutes très, très colorées. C'est très beau. C'est très particulier, d'ailleurs. Ouais. Ici, c'est la rue principale de Corniglia. Elle n'est pas très large, comme vous pouvez voir. Et c'est la rue commerçante de l'endroit, et on passe d'un commerce à l'autre. Et voilà, chemin faisant, on croise une croix en pierre. Et comme je disais, tout à Corniglia est en pente et en pierre. Alors, les maisons, les rampes, les escaliers, tout est en pierre là-bas. Et on arrive à la petite placette principale de Corniglia, où il y a un monument. Et derrière le monument, on voit, il y a, sur un niveau un peu plus élevé, on monte quelques marches, on arrive, il y a une espèce de petit oratoire qui est dédié aux morts, j'imagine, du village. Et sur la placette, il y a des restaurants avec des terrasses. Et on va y revenir tantôt. Mais avant, je voulais vous montrer l'église principale de Corniglia. C'est l'église San Pietro, qui est une belle petite église en pierre, très sobre. Mais à l'intérieur, encore là, je qualifierais les statues d'art naïf. Hein? Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Et, voyons, la suivante. Oups, excusez. La suivante ici, on dirait que la Vierge est une tzigane, ou je ne sais pas trop. Alors, c'est là que nous avons mangé sur la place principale de Corniglia. C'était l'heure du farniente, comme vous voyez. Et il y a même des palmiers qui poussent haut sur la colline. Pourtant, on est au nord quand même de l'Italie, mais j'imagine que le climat maritime fait que les palmiers réussissent à pousser à cet endroit-là. Et ben voilà, attablé à une terrasse d'un restaurant sur la place principale de Corniglia. Ma conjointe, qui est tellement toujours d'à propos, avait commandé un spaghetti aux fruits de mer, comme on était sur le bord de la mer. Mais moi, qui suis toujours à côté de la coche, j'avais commandé un spaghetti sauce à la tomate, qui était excellent. Un spaghetti pomodoro, c'était vraiment excellent. Et je vous le recommande la prochaine fois que vous irez en Toscane.